Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de tenir en 10 minutes, parce que je sais que vous avez ces contraintes-là. Je commencerai par dire que mon intervention a deux explications. La première, c'est une explication affective, subjective, je dirais même, filiale, et l'autre, qui est académique, je devrais dire même politique, puisqu'il s'agit d'intervenir sur la complexité des processus, tout en faisant un plaidoyer pour rester ferme et souple à la fois pour l'atteinte des objectifs. Je m'explique. Mon texte, c'est Histoire générale de l'Afrique par l'UNESCO, méthode, résultats et perspectives. J'essaie d'apporter un éclairage à partir du volume 2, puisqu'il y a 8 volumes qui ont été produits pour l'histoire générale de l'Afrique. Et j'essaie d'expliquer comment la contribution du doyen Bruno Tambo a été salutaire. Alors, je commence par remarquer que l'ONU a été mise sur pied pour mieux émousser les contradictions entre les pays et les États du monde, ce que n'avait pas réussi la SDN. De la même manière, l'UNESCO fut créée pour déraciner les préjugés entre les peuples et favoriser le dialogue des cultures. Mais il faut reconnaître que dès le départ, ce dialogue concernait surtout ceux qui avaient été les principaux belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. Les pays du tiers-monde n'étaient guère pris en considération. Alors, ce ne fut pas donc un hasard que dans la conception de l'histoire culturelle de l'humanité, la première grande publication de l'UNESCO, en 1963, l'Afrique fut oubliée. Ce n'est qu'au bout du 3e volume de cette entreprise que les promoteurs se sont enfin souvenus de l'existence de l'Afrique. La seule mention, c'était l'Égypte. Et d'ailleurs, l'Égypte n'était pas considérée comme faisant partie de l'Afrique. Alors, l'UNESCO devait compter avec l'arrivée de nouveaux États, avec leurs exigences, et à cela s'ajoute un phénomène non moins important, et qui est le reflet sur le plan culturel de la lutte menée par les peuples africains. Nous pensons à l'émergence d'une génération d'intellectuels africains qui proposent une autre réécriture de l'histoire africaine. C'est ainsi que, sur la demande des nouveaux États africains et sur l'insistance du premier congrès des africanistes tenu à Accra en 1962, le directeur général de l'UNESCO d'alors forme une première commission d'experts qui s'est réunie du 13 août au 5 septembre 1966 à Abidjan. C'est cette commission d'experts qui avait été préparée par des rencontres régionales qui a pris une décision extrêmement importante. C'est ainsi qu'il y a eu une résolution 3321 qui a décidé que l'UNESCO devait préparer une histoire générale de l'Afrique. Et il y a eu maintenant des principes et des axes qui ont été posés. On a retenu d'une part qu'il fallait des actions de terrain et d'autre part il fallait l'élaboration et la publication d'ouvrages. On a voulu qu'il y ait une documentation abondante et sûre. Et cette action s'est menée en même temps que la création d'instituts extrêmement importants. Je citerai le CELTO de Niamey, certains d'entre nous ont eu à travailler là-bas. Il y a eu également des travaux extrêmement importants, le guide international des archives relatif à l'histoire de l'Afrique, etc., etc. Je ne vais pas insister sur les objectifs, à savoir créer les conditions de rédaction et de publication et faire en sorte également qu'il y ait sur le plan rédactionnel des principes, l'histoire de la traduction en anglais, en français et en arabe, la traduction des ouvrages dans les langues africaines. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été bien préparé et je crois que c'est important de souligner qu'il y a également des principes méthodologiques, faire en sorte qu'il y ait la haute qualité scientifique, mais faire en sorte que l'Afrique soit considérée comme un tout et non pas une Afrique blanche, une Afrique noire, une Afrique nilotique, une Afrique hamitique. Tout ça a été battu en brèche et il y a eu les 8 volumes que nous avons évoqués tout à l'heure. L'application a donné ce que ça a donné. Maintenant, il y a eu des résultats. Je vais insister rapidement sur les résultats et sur le fait qu'en termes de gouvernance, il y a eu des choses extrêmement importantes, à savoir le nombre d'Africains qui devaient figurer dans le projet. Les 2 tiers devaient être des Africains. La question des directeurs de volume, un travail très complexe. Ce matin, on a parlé de Kizerbo, on a parlé de Cheikh Anta Diop. Tout ce beau monde a participé à l'élaboration et au travail. Et je pense qu'il y a également des professeurs ici, dans cette salle. Je pense au professeur Barry, au professeur Abdoulaye Bathily, et d'autres qui ont contribué
à faire en sorte que ces résultats puissent être atteints. Alors, on peut se féliciter aujourd'hui qu'il y ait eu interdisciplinarité. On peut se féliciter qu'il y ait des auteurs africains et des auteurs non africains. Ce matin, on a parlé du rôle du doyen Amadou Mokhtar Mbow et son travail de consensus. Tout cela a été très important. Mais je vais terminer par peut-être des choses qui ne sont pas dans les ouvrages et qui sont très importantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce combat pour la rédaction, c'était très intéressant. Mais dans les coulisses, il y a eu des rencontres décisives. Et il y a eu également des coups de boutoir, par-ci, par-là, d'autres ouvrages qui sortent. Et c'est ainsi que j'ai pris dans le travail que j'ai à proposer. En 1976, une fondation américaine qui s'appelle la Fondation de Ménil, qui sort un ouvrage extrêmement important qui s'appelle L'image du noir dans l'art occidental. Un travail de luxe extrêmement important. La Fondation de Ménil s'est enrichie grâce au pétrole. Et il y a des noirs, des blancs, il fallait faire un ouvrage qui fasse le consensus. Alors on avait demandé au doyen Amadou Mokhtar Mbow de faire la préface de l'ouvrage. Voilà ce qu'il dit. Tout en reconnaissant, 76 c'est important, je lui dis pourquoi, parce que 76 c'est 2 ans après le fameux colloque du Caire, où Cheikh Anta et d'autres ont participé, pour qu'on arrive à clarifier comment cette histoire a été écrite. Alors voilà ce que dit le doyen Amadou Mokhtar Mbow. Des lecteurs initiés à l'histoire générale de l'Afrique pourraient s'étonner de voir traiter certaines des questions brûlantes de l'histoire sous un angle très extérieur. On peut par exemple regretter, concernant l'Égypte ancienne, et s'agissant des Noirs, que ne soient évoquées certaines hypothèses relatives au peuplement ancien de cette partie du continent. Ce qu'il n'a pas dit, mais ceux qui ont lu les extraits du colloque de Caire savent que lors de ce colloque, il y a un Français qui a été mon directeur de thèse, qui s'appelle Jean Devis, qui a eu à dire ceci. Il a osé écrire que les Africains, il s'agissait du professeur Cheikh Anta et de Théophile Obenga, avaient mieux préparé la rencontre que leurs homologues européens. Et il a considéré que cette rencontre fut un tournant dans la réorientation des études égyptologiques vers l'Afrique. Alors ce que certains, peut-être dans cette salle, ne savaient pas, c'est que Jean Devis était un grand ami d'Amadou Mokhtar Mbow. Et je me suis posé la question toujours, comment le doyen Mokhtar Mbow avait réussi à sensibiliser ses collègues historiens des autres parties du monde à mieux connaître les dossiers africains et à oser écrire cela. Donc c'est cela que j'ai voulu donc souligner, et je conclus mon papier en disant que après la publication du volume 2, il y a eu un travail remarquable. Je crois que c'est sous l'égide du doyen Amadou Mokhtar Mbow. On s'est rendu compte que malgré la publication des livres, il y avait encore de nouvelles découvertes. C'est ainsi que, après le volume 2 sur l'Antiquité, un colloque a été organisé en Libye dans les années 80 pour refaire encore le point sur les nouvelles découvertes. Et je crois que son action a été déterminante pour qu'il y ait de nouvelles recherches, pour compléter ce qu'on avait déjà écrit dans des livres qui commençaient à circuler. Et cela est très important, ça montre que le doyen Amadou Mokhtar Mbow non seulement était au courant de ce qui s'écrivait, il essayait d'équilibrer, mais il faisait tout pour qu'il y ait de nouvelles rencontres pour apporter de nouveaux éléments. Je dirais donc que pour avancer maintenant, grâce à ce travail, il y a beaucoup à faire dans l'élucidation des questions complexes. Quelle activité faudrait-il initier? À mon avis, premièrement, il est bon de tenter de réaliser le projet que le professeur Cheikh Anta Diop avait suscité et encouragé, à savoir suivre les chemins probables des migrations africaines. Ce projet devrait permettre, je sais que c'est un projet qu'il avait élaboré, malheureusement qu'il n'a pas pu mettre en œuvre avant sa disparition. Ce projet-là devrait aider à voir de manière beaucoup plus concrète les chemins des migrations africaines. Deuxièmement, ce projet devrait intégrer les principaux itinéraires repérés pour l'Antiquité et le Moyen-Âge et qui ont été systématisés, à savoir le chemin qui conduit du Maroc à Tombouctou, du sud algérien à Tombouctou, du sud algérien à Kano, de Kano à l'Aïr, de Gadamès au Bornou, de Benghazi à Béché, de l'Égypte vers le Niger, etc., etc. Les prochaines campagnes archéologiques devraient intégrer ces nouvelles pistes. Il faudrait également continuer à exploiter davantage des sources écrites africaines et non africaines
et les confronter aux traditions orales africaines